Lancement de travaux du 6e séminaire régional et de la 6e session spéciale du Collège de hautes études de stratégie et de défense et du Centre d'excellence stratégique de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, cette activité a eu lieu ce mercredi 15 février à Kinshasa. Et puis, session de participation de l'État dans plusieurs sociétés pour 878 millions de dollars américains. C'est ce que prévoit le gouvernement kényan pour réduire le déficit budgétaire et financer la création d'une banque spécialisée dans le financement des infrastructures. Mesdames et messieurs, voilà le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Commençons ce journal par l'économie. L'économie congolaise se montre toujours résiliente. Voilà ce qu'a déclaré Mercedes Vera Martin, chef de mission du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo, au sortir d'une rencontre avec le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde hier mardi 14 février 2023. La séance de travail entre la délégation de cette institution de Bretton Woods et le chef du gouvernement congolais s'est affairé de passer en revue toute la situation macroéconomique de la République démocratique du Congo. Fiston Leko pour de amples détails. Les performances de l'économie de la RDC en 2022 et les perspectives de l'année 2023 ont fait l'objet de la rencontre entre la délégation du Fonds monétaire international et le chef du gouvernement congolais Sama-Lukonde. Une réunion qui intervient après des séances de travail que cette délégation a eues avec des équipes économiques du gouvernement congolais, notamment la Troïka politique qui est constituée du ministère des Finances, celui de budget et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Où nous avons discuté la performance économique en 2022, qui a prouvé d'être très résiliente, et aussi les perspectives économiques en 2023. Dans le contexte de discussion, nous avons eu une discussion ensemble sur la gestion des politiques macroéconomiques, la politique budgétaire, la politique monétaire pour les prochaines années, en vue des développements récents au niveau de la taux de change, au niveau de l'évolution de l'inflation et aussi dans un contexte de détérioration de la sécurité à l'Est, il a besoin de dépenses additionnelles qui doivent être bien maîtrisées. C'est une mission d'une semaine que cette équipe du FMI réalise au Congo-Kinshasa pour, entre autres, préparer la prochaine revue. Nous sommes ici dans une semaine pour une visite technique qui prend en compte la situation actuelle, des changements de politique macroéconomique. La performance de façon préliminaire est vraiment bien, plus fort que nous avons envisagé dans la dernière revue. Et c'est une mission aussi préparatoire au niveau de la prochaine revue qui sera en place dans le mois d'avril. La RDC et le Fonds monétaire international sont en programme. Le conseil d'administration du FMI a conclu la 3e revue de l'accord des facilités élargies de crédit pour la République démocratique du Congo. L'achèvement de cette 3e revue a permis un décaissement immédiat équivalent à 152,3 millions de DTS, environ 203 millions de dollars américains, pour répondre aux besoins de la balance de paiement, portant le décaissement total à ce jour à 609,2 millions de DTS, environ 812,4 millions de dollars américains. Comme annoncé dans le sommaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a officiellement lancé à la fois les travaux du 6e séminaire régional et la 6e session spéciale du Collège de hautes études de stratégie et de défense et du Centre d'excellence stratégique de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Cette activité a eu lieu ce mercredi 15 février à Kinshasa en présence de quelques personnalités et animateurs des institutions de la République. Fiston Leko, encore une fois. Ce 6e séminaire régional qui coïncide avec l'ouverture officielle de la 6e session spéciale du CHEST est centré sur le thème « Paix et sécurité en Afrique centrale, quelle stratégie de coopération régionale pour enrayer l'insécurité ?» Durant 2 jours de travaux, les participants vont pouvoir réfléchir sur les stratégies à mettre sur pied pour éradiquer l'insécurité en Afrique centrale. Le Premier ministre Sama-Lukonde a rappelé le contexte dans lequel cette session est lancée, marquée par les agressions rwandaises sous couvert du M23. À l'occasion, le chef du gouvernement qui a lancé le séminaire a envoyé un message de l'unité nationale pour faire face aux ennemis du pays. Au sujet de l'agression par le mouvement soutenu par le Rwanda, je voudrais saisir cette tribune
pour lancer à chaque compatriote à se joindre à l'effort national afin que notre pays puisse déjouer ce nouveau piège sur le chemin de notre développement. La situation de guerre oblige chacun de nous, en effet, de taire nos divergences pour l'intérêt supérieur de la nation. Le CHEST fut créé le 15 février 2016 avec pour mission fondamentale de donner les connaissances dans une approche holistique sur les questions nationales et internationales de défense, sécurité et stratégie, enfin de développer l'esprit de défense nationale. Restons toujours dans ces registres de questions sécuritaires. Le ministre national des Infrastructures et Travaux publics a donné au cours du traditionnel briefing de presse sa position officielle sur l'insécurité permanente dans la partie est de la République démocratique du Congo qui dure depuis plus de 25 ans et surtout les solutions pour y mettre fin. Pour cet exercice, le patron de ZITP n'était pas seul, il était accompagné de son collègue ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Suivant cet extrait choisi par Dieudonné Bonali. Je pense qu'il est temps que l'Afrique recourt à d'autres méthodes que les guerres. Notre pays a été en guerre avec le Rwanda, où le Rwanda a interposé au moins à 4 reprises. L'AFDEL, le RCD, le CNDP, le M23-1, le M23-2. Si l'objectif de la guerre était réellement de régler des problèmes tels que les FDLR, qui est le prétexte qui est utilisé aujourd'hui, ou alors des problèmes de stigmatisation de certaines communautés, je pense qu'après toutes ces années et toutes ces guerres, on aurait trouvé des solutions. Mais au jour d'aujourd'hui, au contraire, il y a des gens qui veulent se faire porte-parole de notre communauté, alors que nous-mêmes, nous n'avons demandé rien à personne. Nous n'avons pas invité le Rwanda pour venir plaider notre cause, et encore moins en faisant la guerre à notre pays. Parce qu'ils enveniment la situation, au contraire. Et nous pensons, nous, qu'on doit laisser aux Congolais, entre eux, régler leurs problèmes. Le Congo ne se transporte pas dans les autres pays, même s'il y a une partie de sa communauté qui vit dans un autre pays, pour régler les problèmes de ces communautés-là. Donc aujourd'hui, en tant que Munyamurenge, en tant que Tutsi congolais, je considère que nous avons aujourd'hui un leadership au niveau du pays qui est un leadership responsable et qui peut donner à chaque Congolais sa place. S'il y a des extrémistes dans notre pays qui stigmatisent certaines communautés, eh bien que les lois de notre pays s'en occupent. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, et je le répète, si c'était le FDLR le problème, eh bien, après toutes ces guerres à répétition, je pense que cette question aurait déjà pu trouver une réponse, si c'était ça l'objectif. Mais aujourd'hui, on ramène la guerre en prenant cela comme prétexte. Je pense que tout le monde voit clair dans le jeu. Changeons de chapitre à présent, quittant la sécurité pour l'administration publique. Les retraités de la première vague et ceux de la deuxième vague vont bientôt toucher leurs indemnités. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, de la modernisation et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, a instruit toute le parti concerné par ces dossiers à procéder à la paie complémentaire de ces retraités dans un délai ne dépassant pas une semaine. Cette instruction a été donnée au cours d'une réunion tenue le lundi dernier avec le parti prenant chargé de l'exécution du dit processus. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenu Lembo, a pris une part active à la deuxième réunion du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral à l'est de la République démocratique du Congo. Cette réunion a été présidée par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo. Voldi Kengi pour 2 détails.
Cette rencontre résultait de l'audience accordée vendredi 10 février 2023 par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde au président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, à laquelle prenaient part également les vice-premiers ministres Daniel Asselo Okito et les ministres de la Défense Gilbert Kabanda. Ainsi donc, les représentants des ministères directement concernés par la question intérieure, finances et budget, ainsi que le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Dieudonné Amouli, ainsi que les officiers supérieurs de l'armée ont pris part à la réunion du début de la semaine. La question du déploiement du personnel et du matériel de la CENI dans la dernière ère opérationnelle dite 3 y a été examinée en vue d'élever les options qui conviennent. Dès l'entame de cette réunion, Daniel Asselo a situé les contextes qu'il est regroupé en relevant que l'armée va appuyer la police dans cette démarche pour mener à bien cette opération de sécurisation du processus électoral dans cette zone opérationnelle en proie à l'insécurité dans certains territoires. En outre, la situation de déplacés internes a été également évoquée. Les représentants du président de la CENI est revenu sur la ferme détermination de l'équipe qui dirige le numéro 1 de la centrale électorale de ne laisser aucun Congolais hors de ces processus électoraux en optant pour un déploiement à grande échelle, incluant l'ensemble des compatriotes en âge de voter et remplissant les conditions requises. Vous le savez qu'il y a quelques poches à problème où la CENI ne sait pas accéder assez facilement pour le déploiement aussi bien du matériel que de son personnel. Il est donc normal que la CENI vienne vers le gouvernement qui a l'apanage de la sécurité du territoire national pour se rassurer que les opérations peuvent bien être organisées. C'est une question qui préoccupe l'ensemble du gouvernement. Et même le chef de l'État, vous le savez, il est en train de se déployer chaque jour pour que la situation sécuritaire dans cette ère opérationnelle soit sensiblement changée. Dans cette même optique, le rapporteur adjoint Paul Mohindo séjourne actuellement dans les provinces du Nord et Sud Kivu pour une mission de sensibilisation de la population à participer massivement à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 qui débute déjà ce jeudi 16 février 2023. Parlons toujours du processus électoral. Faustin Kaziteriko Kenda, leader du parti politique Congo Uni, s'est acquitté de son devoir civique dans la commune de Kalamou en se faisant enrôler. Il a par la même occasion invité les membres de son parti qui traînent encore le pas à aller se faire enrôler massivement avant la fin du délai fixé par la Commission électorale nationale indépendante. Cela leur permettra de choisir leur dirigeant au moment des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Damani Mujinga et Beni Ifumbo. À 5 jours de la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle selon la CENI, Maître Faustin Kaziteriko Kenda, affectueusement appelé Maître Kazi, s'est fait enrôler ce dimanche. Le président du parti politique Congo Uni s'est acquitté de son devoir civique de manière particulière. Comme leader politique de grande envergure, il s'est fait accompagner avec pompe d'une foule immense des militants et ses sympathisants. Direction le centre d'inscription complexe scolaire Monseigneur Mouquet dans la commune de Kalamou. Procédure d'usage respectée, Maître Kazi a enfin sa carte de lecteur. Satisfait du travail qu'abattent les agents de la CENI, il a profité de l'occasion pour appeler la population à lui emboîter le pas. En tout cas, je suis très content moi-même de pouvoir m'acquitter de ce devoir civique qui est celui de m'enrôler. Et comme vous l'avez dit, il y a un appel qui a été lancé à tous les Ndeko de Congo Uni de s'enrôler. Et ce mot d'ordre a été suivi à la lettre. Et aujourd'hui, c'était mon tour pour venir m'enrôler et c'est chose faite et je suis très content. Et vous avez vu vous-même, je ne suis pas venu tout seul. Je suis accompagné de tous les Ndeko de Congo Uni. En tout cas, mes impressions sont les meilleures. Je suis arrivé, je n'ai pas traîné. On m'a délivré la carte et la carte elle est de bonne qualité. En tout cas, sur la photo, je me reconnais. Après être entré en possession de sa carte, Maître Kazi a tenu un meeting devant les militants du Congo Uni et ses sympathisants. Dans son adresse, plusieurs questions ont été évoquées, notamment la nécessité d'opérer de choix judicieux aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Politique basala rangote pona libumuna yo, politique basala rangote pona ba intérêt privé, politique basala rango pona intérêt à population.
esengeli na biso tozala liboso bino boza na nsima tobunda mpona tomema changement na mboka na biso nini Congo. Mais changement yango ekoya soki mpe toponi bakonzi ya nini ya malamu. Il faut topona bakonzi ya malamu. Yango lelo boye ngai nakendaki nabengaki bino boye boke kotika ngai mpona zwa carte na ngai. Carte d'électeur oyo permettre ngai nasala nini na voter. Oyo mpe permettre bino bosala nini bovote ngai bovote mpe bato ya nini ya Congo Uni. Carte na ngai yango oyo. Oyo nyonso to aza na carte na ye mpe atombola. Tombola carte na likolo, tombola voisin. Botia ba carte na bino likolo. Tombola yo likolo. Maître Kazi a également lancé un message de soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi à la population, car dit-il, il n'y a qu'un seul chef de l'État en RDC. Olinga te, pour le moment mokonzi ya mboka ezali nani Faci Beton. Mokonzi ya mboka ezali Faci Beton esengeli na biso tosunga ye. Soki ye tosungi ye te ekozala na biso pasi mpona mboka oyo ekende liboso surtout na mikolo oyo. Cette journée chargée pour le parti politique Congo Uni a connu plusieurs autres moments forts. Changeons de chapitre à présent pour parler de la santé. Le 15 février de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale du cancer de l'enfant. Une journée qui a pour but de sensibiliser le public sur les conséquences du cancer pédiatrique et les mesures de prévention contre cette maladie. Mais que peut-on retenir de cette maladie? Je vous propose de suivre le docteur Mardoché Binanou qui note que si le cancer chez l'enfant est connu à temps, il sera traité. Il est au micro de Patricia Mabungu et Benito Kabiena. C'est vraiment très important de rappeler sur les cancers pédiatriques. Comme vous avez dit, aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les cancers de l'enfant. En fait, beaucoup de gens se disent que les cancers touchent que les vieilles personnes. Il faudrait se dire que les cancers touchent tous les âges. Parce que chaque année, en tout cas, il y a plus de 400 000 enfants qui sont diagnostiqués dans le monde, qui sont diagnostiqués des cancers de l'enfant. Donc on doit savoir que le cancer est fréquent chez les enfants. Et puis la plupart des causes des cancers de l'enfant, c'est plutôt des causes qui commencent avant la naissance. Donc voilà, des expositions au courant de la grossesse qui exposent à ces cancers-là. Donc le cancer de l'enfant, premièrement, on a d'abord des cancers liés au sang, c'est très fréquent en tout cas. Les leucémies, les lymphomes sont vraiment les premières causes des cancers chez l'enfant. Donc il existe des organes comme les organes dits comme les cancers des reins, qui également c'est très fréquent chez l'enfant dans la tumeur de Wilms, le néphoblastome et consorts. Donc on doit retenir que ce sont des maladies fréquentes, mais dont il faudrait diagnostiquer tôt pour espérer une survie. Les enfants ont généralement leur cancer évolue très bien lorsqu'on les prend en charge précocement. Donc c'est important de pouvoir les diagnostiquer. Donc généralement, on va voir qu'il n'y a pas vraiment un symptôme typique qu'on peut dire que lorsque vous voyez ça, c'est pas comme chez l'adulte. Par exemple, un cancer du sang, vous voyez les signes qui sont patents. Non, chez l'enfant, c'est plutôt, vous allez voir un enfant qui va présenter des signes de fragilité en fait. Donc un enfant qui est souvent malade, un enfant qui fait des infections à répétition. Lorsque vous avez face à vous un enfant fragile, il faudrait consulter dans un hôpital où on va faire un certain nombre d'examens qui permettront de poser ces diagnostics-là. Le cancer, ça existe et puis c'est très, très dangereux en tout cas. Il faudrait le connaître et puis les prendre en charge précocement. Les enfants ont une bonne évolution si leur cancer est pris en charge tôt. Le cancer, en fait, chez l'enfant, on a quand même une vaste étendue de traitements. Donc on peut faire la chirurgie, on peut opérer. On peut faire la radiothérapie avec des rayons. On peut faire la chimiothérapie avec des médicaments. Et puis voilà, de plus en plus, on a découvert l'immunothérapie qui donne également des résultats très positifs en tout cas. Donc, et puis voilà, de consulter précocement si l'enfant présente des signes de fragilité, afin qu'on commence un traitement précocement pour espérer que cet enfant-là puisse grandir et puis pourquoi pas devenir quelqu'un de grand.
Parlons sport à présent. Le club tout-puissant Mazembe représentera la République démocratique du Congo à la Super Ligue africaine, une nouvelle compétition de clubs créée par l'organe fessière du football africain, la CAF. Elle regroupe donc le meilleur club du continent et débutera au mois d'août prochain. Blessé de Kozola pour de amples détails. Le tout-puissant Mazembe est le seul club de football congolais retenu pour participer à la première édition de la Super Ligue africaine prévue entre août 2023 et mai 2024. Outre le champion de la République démocratique du Congo, 7 autres clubs prendront part à cette compétition réservée aux plus grandes écuries du continent noir. Il s'agit de Al Ahly d'Égypte, Espérance de Tunis, Wydad Athletic Club de Casablanca, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Simba SC de la Tanzanie, Oroya de la Guinée et Petro Atlético de Luanda en Angola. D'après les résolutions trouvées à l'issue de la 44e Assemblée générale de l'instance panafricaine du football, tenue dans la ville d'Arusha en Tanzanie, 100 millions de dollars américains seront distribués aux équipes participantes et le champion aura la cagnotte de 11,6 millions de dollars. Notons que l'objectif affiché de ce tournoi est de créer un écosystème qui permettra de promouvoir et développer le football africain à tous les niveaux sur le continent au travers des investissements, des sponsors, de fonds de développement et d'une amélioration des infrastructures. Damed Tagdaouti qui s'impose, c'est terminé, c'est fait, l'explosion de joie dans ce stade Mohamed V. L'information, c'est aussi au-delà de nos frontières. Passons à présent à la page internationale. Comme annoncé dans le sommaire, le gouvernement kényan prévoit la cession de participation de l'État dans plusieurs sociétés pour 878 millions de dollars américains. Le revenu du programme de privatisation devrait servir à réduire le déficit budgétaire, à limiter les charges liées au renflouement des entreprises en difficulté et à financer la création d'une banque spécialisée dans le financement des infrastructures. Et dans Funda nous en dit plus. De mobiliser jusqu'à 110 milliards de shillings grâce à la cession des participations de l'État dans plusieurs entreprises, selon un rapport publié lundi 13 février par le Bureau de gestion du budget rattaché au Parlement. Le rapport précise que le Kenya peut utiliser les recettes des cessions comme une stratégie de consolidation budgétaire à court terme, tout en indiquant que ce programme de privatisation visera principalement les entreprises commerciales qui représentent 19% du total des sociétés d'État, alors que la situation des autres entreprises doit être examinée au cas par cas. Le président kenyan William Ruto, qui a pris ses fonctions en septembre 2022, a demandé récemment à son administration de se préparer de toute urgence à céder les participations de l'État dans certaines des 248 sociétés publiques afin de réduire les charges liées au renflouement des entreprises en difficulté et d'utiliser les recettes de la privatisation pour créer une banque spécialisée dans le financement des infrastructures. Les revenus qui seront générés par les privatisations devraient également contribuer à réduire le déficit budgétaire qui atteindra 4,3% du PIB durant l'exercice 2022-2023. L'exposition du Trésor kenyan aux entreprises publiques sous forme de garanties de prêts et d'injection de liquidités s'élève à 1300 milliards de shillings à fin juin 2022. Kenya Airways, Kenya Electricity Generating Company, Kenya Pipeline, Kenya Pipeline Company et Kenya Port Authority figurent parmi les entreprises détenues à 100% par l'État. Le président avait déjà annoncé en décembre 2022 que l'État cherche à céder la totalité de ses participations dans les compagnies aériennes nationales qui cumulent les déficits depuis plusieurs exercices. Et puis la Banque ouest-africaine de développement compte soutenir le gouvernement de transition de Burkina Faso. Voilà ce qui ressort de la rencontre entre le président de la transition burkinabé et le président de cette institution bancaire. Au cours de cette rencontre, des questions de développement des infrastructures routières ont été également discutées. Encore une fois, Edouard Funda. Entre le président de la Banque ouest-africaine et des membres du gouvernement de transition du Burkina Faso, les deux parties ont en plus des questions de développement et d'infrastructure parlé du budget relatif à l'énergie, à l'agriculture, à l'habitat ainsi qu'au capital humain, précisément en termes de santé et d'éducation.
Les deux parties ont convergé vers les axes principaux de développement comme des questions d'infrastructure, d'agriculture, d'énergie, d'habitat social. La BOAD a donc un rôle clé à jouer dans ce processus et les autorités burkinabées espèrent qu'elle accordera une attention particulière à l'offre en termes de routes et au secteur privé dans le cadre de ces activités. L'échange avec le Premier ministre sur l'important impose des priorités aux différents acteurs. Rappelons que la BOAD célébrera ses 50 ans le 14 novembre 2023. Cet événement sera l'occasion pour la banque de faire un bilan de ses activités et de se concentrer sur les nouveaux défis à relever pour le développement de la région ouest africaine. Voilà, ce journal touche à sa fin, mais avant de nous, voici le rappel de titre. Lancement de travaux du 6e séminaire régional et de la 6e session spéciale du Collège de hautes études de stratégie et de défense et du Centre d'excellence stratégique de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Présidé par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, cette activité a eu lieu le 15 février à Kinshasa. Et puis, la session de participation de l'État dans plusieurs sociétés pour 878 millions de dollars américains. C'est ce que prévoit le gouvernement kényan pour réduire les déficits budgétaires et financer la création d'une spécialisée dans le financement des infrastructures. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis TV. L'information continue sur son site web Géopolis, www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV.